continuer le détour qu'a commencé Bruno, donc le détour par l'aïkido et par plus particulièrement la pensée, puisque l'objectif de Ueshiba était de créer un budo pour éduquer l'individu et changer la société. Donc on va voir ce que ça implique. Donc petit rappel, Ueshiba, fondateur de l'aïkido, il était contemporain de Kano, même s'il était plus jeune. Mais on sait que les deux hommes se sont connus. Euh, Donc fondateur de l'aïkido, je disais, alors je vais ici utiliser le terme aïkido, je vais pas parler de l'aïkido moderne, je parle véritablement que de la discipline de Ueshiba. Donc je vais utiliser le terme aïkido dans ce sens-là. Et même si l'aïkido en soi a été, le terme aïkido a été a commencé à être utilisé à partir de 1942 officiellement, je vais quand même utiliser ce terme-là pour éviter de compliquer les choses, parce qu'il y a eu plein de changements de nom à travers son histoire. Donc évidemment, on prend en compte le fait que l'aïkido n'est pas figé, hein, c'est une discipline qui est en devenir et qui va évoluer tout au long de la vie de Ueshiba et encore aujourd'hui. Euh, mais je me permets aussi de faire ça parce que les concepts et les moyens éducatifs que je vais vous présenter restent fondamentalement les mêmes, que ça soit depuis le départ en 1920 jusqu'à sa mort en 1969. Donc je le disais, Ueshiba veut créer un budo pour se construire soi-même et parachever le monde. Alors je vais vous présenter tout ça en trois parties. La première chose, je vais vous faire un petit rappel historique du développement du projet de Ueshiba sur les 15 premières années, parce que c'est vraiment 15 années où il y a un essor assez fulgurant. Ensuite, on verra le but de l'éducation par le bout pour Ueshiba. Donc, quel est l'objectif et comment il pense que c'est réalisable. Et ensuite, on verra les moyens éducatifs qu'il compte mettre en œuvre, qui sont au nombre de trois, qui seront indissociables les uns par rapport aux autres. Donc, on va commencer par le développement du projet éducatif. C'est juste une petite frise. Donc, on va pas évidemment retracer toute l'histoire, hein, c'est pas l'objectif, mais on va essayer de voir les grandes lignes. Euh, donc, j'aurais pu faire débuter. C'est difficile de trouver un point de départ à la naissance d'une discipline, parce qu'évidemment, elle n'est pas de zéro, euh, et elle est pas terminée. Enfin, on ne sait jamais quand dire, quand est-ce elle est vraiment établie. J'aurais pu prendre 1920 parce que c'est la première expérience de Ueshiba en tant qu'enseignant. Mais je vais remonter un petit peu en avant à son expérience en tant qu'élève, parce qu'il faut quand même qu'il ait appris avant d'être enseignant. Et donc ça, c'est en 1915, lorsqu'il habite à Hokkaido, il rencontre un homme qui s'appelle Takeda Sokaku, qui était, qui était maître de Daitoryu. Donc le Daitoryu, c'était le Daitoryu Jujutsu à l'époque. C'est un martial ancien qui était de la famille Takeda. Et Takeda Sokaku a réhabilité cet art martial-là, et il l'enseignait. Et donc Ueshiba, quand il l'a rencontré, il a été séduit par cette pratique, et il a décidé de s'entraîner intensivement au Daitoryu, donc ça a duré 4 ans. Et en 1919, Ueshiba apprend que son père est malade, et il décide de retourner dans sa ville natale pour aller au chevet de son père. Et en chemin, il fait un détour par la petite ville d'Ayabe, qui est le centre spirituel de l'Omo-Tokyo. Donc l'Omo-Tokyo, c'était un groupe religieux qui était en train de grossir à l'époque. Il entend parler de ce groupe et il décide de s'y arrêter pour faire une prière. Et il y reste quelques jours et rencontre le leader d'Eguchi Saburo, que vous voyez à droite. Il teste le Chikan Kishin no Ho, dont Bruno Traversier a parlé rapidement, qui était une méthode de mise en transe qui était très en vogue à l'époque, de 1916 à 1921, qui avait été popularisée par Deguchi. J'aurai l'occasion d'en reparler par la suite. Et cette visite en fait de quelques jours va lui faire très forte impression parce qu'il va décider à son retour à Hokkaido de déménager, de s'installer à Ayabe, dans la communauté de l'Omo-Tokyo.
C'est ce qui va le faire dès 1920. Et dès la première année, il va fonder dans la communauté de Lemotokyo un cours, le cours Ueshiba Juku, dans un bâtiment de Lemoto qui a été aménagé à la demande de Deguchi. Et c'est comme ça qu'il va commencer sa carrière d'enseignant d'arts martiaux. Alors 2 ans après, son ancien professeur Takeda Sokaku le rejoint à nouveau Tokyo, puis il va y rester 6 mois. Donc pendant 6 mois, il va à nouveau s'entraîner intensivement. Et il va recevoir de Takeda le titre d'instructeur représentant. Alors là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse parce que de rappeler que à cette époque, et dans ces types d'arts martiaux, il n'y avait pas encore de système de ceinture, puisque ça c'est Kano qui l'a mis en place. Donc c'était une forme de filiation. C'est-à-dire que Ueshiba va recevoir un certain nombre d'enseignements de techniques. Donc Takeda va lui montrer un certain nombre de techniques. Et il va aussi payer une contribution. Et suite à cela, Takeda va l'inscrire sur ce qu'on voit sur la gauche ici, sur un registre des noms. Il va inscrire le nom de Ueshiba pour dire voilà, Ueshiba a suivi, a appris tant de techniques et il a payé la somme de temps, et donc il est reconnu comme instructeur. Voilà, donc c'était un système de filiation et qui fonctionnait de cette façon. Ce qui a aussi dérangé Ueshiba par la suite, parce qu'il a eu du mal à faire de sa discipline une discipline véritablement indépendante du Daitoryu, puisqu'il était rattaché d'une certaine façon, lorsqu'il enseignait, il enseignait au nom du Daitoryu. Donc en 1925, Ueshiba monte à Tokyo, il commence à s'y faire connaître, il s'y installe véritablement en 1927. Il va avoir plusieurs dojos à cette époque-là, il va déménager plusieurs fois dans la région de Tokyo, et puis il va acquérir un terrain à Wakamatsu, sur lequel il fait construire un dojo, qui sera le Kobukan, qui sera inauguré en 1931. Donc en printemps 1931. Et un an après, en 1932, il va fonder avec Deguchi l'association pour la promulgation du Budo du Grand Japon, donc à Ayabe, qui sera une association qui va s'étendre dans tout le Japon et qui va avoir un essor assez fulgurant, parce que là on est en 1932 et vous allez voir qu'en l'espace d'un an, elle va énormément grossir. Donc ça, suite à la création de l'association, il y a une revue qui est aussi créée en septembre 1932, dans laquelle Ueshiba écrit. Ça fait partie des premiers textes qu'on connaît de lui. Voilà, donc je disais que l'association va énormément s'étendre, et en 1933, donc à peine un an et demi après sa fondation, elle compte déjà 2488 membres et 129 divisions à travers tout le Japon. Et le dojo principal est transféré dans une autre ville pour faute d'espace. Alors, une petite parenthèse, les membres, ce sont des hommes et des femmes de plus de 15 ans. Je fais une parenthèse parce que j'ai vu certains articles et certains débats dans l'aïkido actuel, notamment dans certaines fédérations françaises, sur la place de la femme dans l'aïkido. Pour Ueshiba, vous voyez que la question ne se pose pas. Pourtant, on est au début du XXe siècle au Japon. La question ne se pose pas, c'est homme ou femme de 15 ans et plus. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'une de ses premières élèves était la fille de Deguchi. Voilà, je ferme la parenthèse sur le genre. Donc l'association de Budo va être dissoute suite à la deuxième incident de Lemotokyo. Alors, les incidents de Lemotokyo, c'est une tentative de suppression par le gouvernement en place, tentative de suppression du groupe de Lemotokyo, ce qui fait que l'association de Budo va être dissoute, mais les autres dojos de Ueshiba, le Kobukan et tous les autres lieux dans lesquels il enseigne vont perdurer. Ils seront juste plus sous le drapeau de l'association de Lemotokyo. Ce qui fait que, pour résumer un peu, entre 1927, 1928 et 1938, Ueshiba va enseigner au Kobukan, à Takeda, qui était le dojo principal de l'association de Budo, dans différents dojos annexes à l'Académie de Toyama, l'Académie navale, l'état-major militaire, l'Académie de police militaire
Il a aussi des dojos à Osaka et dans d'autres grandes villes. Donc il s'est étendu énormément en une petite quinzaine d'années. Voilà pour ce qui est de l'étendue de l'expansion du projet éducatif de Ueshiba. Maintenant, quel était le but de l'éducation par le goût pour Ueshiba? Je l'ai dit, c'était réaliser un monde en paix. Alors, réaliser un monde en paix, pour lui, c'est possible. Ça passe pas par contrairement à ce qu'on a vu avec la prospérité mutuelle, ça passe pas par l'entente mutuelle et le compromis, mais ça passe pour lui par un niveau fondamental à tous les êtres qui s'appelle l'âme spirituelle, ce qu'a présenté Bruno Traversy tout à l'heure. Je vais en reparler tout de suite après. Et il décline l'éducation en deux plans, le plan personnel, qui est se construire soi-même, et le plan collectif, qui est rétablir ou réparer le monde. Donc sur le plan personnel, se construire soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la complexion humaine, comme le disait Bruno Traversy, pour Ueshiba, l'être humain est composé de deux âmes, l'âme corporelle, le corps, et l'âme spirituelle, l'esprit. Et il fait le constat qu'aujourd'hui, alors c'est un constat que Deguchi fait aussi, ils font tous les deux le constat qu'aujourd'hui, l'âme corporelle domine, et pour eux, c'est l'état naturel des choses. Je voudrais que ça soit l'âme spirituelle qui soit au-dessus. Et donc, il y a une sorte de perversion du monde par le fait que le corps domine l'esprit. Et donc, tout l'objectif sera de renverser, alors d'abord d'unir les deux âmes et de les renverser pour que l'âme spirituelle reprenne le dessus sur l'âme corporelle et qu'elle reprenne sa place originelle. Et que l'âme, alors c'est pas une négation du corps, comme on peut le voir dans certaines pratiques, l'âme corporelle a une place, elle va servir de fondement. Sans elle, l'âme spirituelle ne peut pas s'exprimer. L'âme corporelle a une place extrêmement importante, elle sert de fondement, mais elle doit être du coup derrière. Et, donc ce renversement, ce passage de l'âme spirituelle à la surface et de l'âme corporelle au fondement, c'est ce qui va permettre pour lui de devenir ou de redevenir un être humain véritable. Ensuite, sur le plan collectif, le but sera de parachever le monde ou de rétablir et reconstruire le monde. Alors cette expression Tatekae Tatedanshi, rétablissement et construction du monde, c'est une expression qu'il emprunte à la fondatrice de Nemo Tokyo. Il l'utilise encore dans les années 60. Et en fait, comment, sur le plan collectif, comment parachever le monde? C'est tout simplement en se rétablissant soi-même. C'est-à-dire c'est finalement le premier plan qui va mener au deuxième. C'est une sorte de conséquence du deuxième, ou plutôt, on peut dire que c'est une sorte de reflet du premier. C'est-à-dire que pour lui, il faut d'abord se rétablir soi-même, et le rétablissement de la complexion humaine de son intérieur va se refléter dans le monde extérieur. Donc je cite, c'est en renversant la complexion humaine, c'est-à-dire en mettant l'âme spirituelle à la surface et l'homme corporel dans les profondeurs, que l'on établit le monde. Donc on a parlé de ce qu'il entend faire. Maintenant, comment faire en sorte parce que ça paraît très abstrait, comment passer l'âme spirituelle au-dessus de l'âme corporelle, etc. Donc on va voir quels moyens il propose pour réaliser cela. Il y a trois axes sur lesquels il va s'appuyer, qui seront nécessaires. L'étude de la mythologie, qui va permettre une modification du paradigme, de la vision du monde. Une méthode de mise en transe, qui va permettre de faire un retour sur soi, un travail sur soi, qui va permettre d'atteindre un autre état de conscience. Et puis la technique et pour son polissage. La technique va servir de support à l'entraînement, on va le voir, je vais le détailler par la suite. Elle aura trois fonctions, je vais vous détailler. Donc l'étude de la mythologie. Parmi les livres, les textes que Ueshiba convoque le plus, il y a notamment le Kojiki. Alors le Kojiki, c'est un recueil de mythes en 3 livres, qui est considéré comme l'un des premiers écrits en langue japonaise, qui date de 712. Il a été redécouvert par les spécialistes des études nationales du XVIIIe siècle. Alors je dis redécouvert parce que en fait, il n'y a aucune preuve, aucun signe
que le Kojiki ait eu un quelconque rôle politique ou religieux à son époque. Et c'est pour ça que on dit qu'il a été redécouvert par les spécialistes des études nationales. Alors, les spécialistes des études nationales, les études nationales, c'était un courant qui entendait donc d'érudits, de littéraires, qui entendait redonner au Japon une place, redécouvrir ce qu'était la particularité japonaise. Et donc le plus connu, c'est Motoori Noninaga, qui a fait un commentaire énorme du Kojiki, je ne sais plus combien il y a de volumes, 44 volumes, quelque chose comme ça, qui s'appelle Nan Kojiki, Difficile Kojiki. Le Kojiki ensuite va jouer un rôle politique à partir de l'ère Meiji, dans la réunification du pays, parce qu'il va servir à légitimer l'authenticité de l'empereur, en lui donnant des origines, des origines divines, notamment de la divinité solaire. Et donc le Kojiki en fait va être un outil ensuite qui va servir à la montée de l'ultranationalisme de la Seconde Guerre mondiale. Mais Ueshiba, lui, va l'utiliser. Alors, il va utiliser surtout le premier volume parce qu'il contient la genèse et l'histoire des divinités. Et il va utiliser notamment alors, l'un des mythes qu'il va utiliser, c'est le mythe de la création, et notamment la divinité Aminekanushi no Kami, donc le dieu maître de l'Auguste au centre du ciel. Cette divinité, elle apparaît que dans la première phrase du Kojiki, elle apparaît plus après. Dans cette phrase, lorsque le ciel et la terre se séparèrent pour la première fois, un kami du nom d'Aminekanushi no Kami émergea sur la plaine des Hauts-cieux. C'est cette phrase qu'on voit aussi sur la photo. Donc pourquoi ça intéresse Ueshiba, cette divinité? Alors, il va reprendre sa conception d'Aminekanushi de Deguchi, comme beaucoup d'autres concepts. Et Deguchi distingue deux états à Aminekanushi, un état statique et un état dynamique. Alors, dans son état statique, Aminekanushi est considéré comme dans une immobilité éternelle. Il est infini, c'est l'un absolu. Et ensuite, lorsqu'il entre en mouvement, donc dans son état dynamique, il va donner lieu à la séparation du ciel et de la terre, c'est-à-dire en fait à la création de l'univers, puis ensuite à l'émanation d'autres divinités et de toutes les choses de l'univers qui vont suivre. Et ce qui intéresse Ueshiba ici, c'est la mise en mouvement de cette divinité. C'est-à-dire que comment Aminekanushi entre en mouvement, sachant qu'au départ, elle est là absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cause qui aurait pu donner lieu à son mouvement, il n'y a qu'un motif qui peut donner lieu à son mouvement, puisqu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Donc, automatiquement, son mouvement provient d'elle-même. Donc, l'origine de son mouvement est en soi. Et donc, toute la recherche de l'aïkido pour Ueshiba, ça va être de trouver un mouvement qui s'origine en soi. C'est la spontanéité autonome dont parlait Vonota aussi tout à l'heure. Alors, l'un des autres mythes que Ueshiba convoque, c'est le mythe de la création des dieux et des îles. Il utilise notamment cette expression « se tenir debout sur le pont flottant du ciel ». C'est une expression qui est utilisée dans le Kojiki. Le pont flottant du ciel, c'est un passage qui relie le plan céleste au plan terrestre dans la mythologie. Donc, dans ce mythe de la création des îles, Izanagi et Izanami, donc divinité masculine et divinité féminine, pardon, se tiennent debout sur le pont flottant du ciel et reçoivent pour mission de consolider et d'ordonner la terre. Et donc ils reçoivent une hallebarde et ils créent la première île en se tenant debout sur le pont flottant du ciel. Et donc on peut interpréter, c'est comme ça que Ueshiba va l'interpréter, comme l'union des contraires, une union créatrice, donc l'union des deux opposés, féminin, masculin, et donc l'union de l'esprit et du corps, de l'âme spirituelle, de l'âme corporelle, qui va donner lieu à la création, une création des îles. Donc, se tenir debout sur le pont flottant du ciel, pour Ueshiba, ça correspond à un état psychique particulier qui est du coup cet état d'union des contraires, qui permet une production spontanée, c'est-à-dire une création notamment des techniques, mais pas seulement. Donc comment l'un des moyens, c'est la méthode de mise en transe.
Donc, une des expressions qu'il utilise, c'est l'ascèse de l'union du corps et de l'esprit. Alors, il utilise plusieurs formules, et notamment, il utilise aussi le Chinkonkishi no Ho, qui vient également de Deguchi. Le Chinkonkishi no Ho, c'est l'apaisement, pardon, la méthode pour apaiser l'âme et retourner au divin, ou pour faire revenir le divin. On peut le prendre dans les deux sens. Pour Ueshiba et Deguchi, ça fait pas trop de différence, parce que le but, c'est d'unir le divin et l'humain, donc peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Donc le Shikonshin, c'est quoi? C'est une méthode qui était, comme je disais, utilisée énormément à Motokyo à l'époque, dans les années 1916-1921, quand Ueshiba est arrivé à Motokyo. Le Chinkon, c'est une posture psychophysique, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit ici. Ueshiba ici est en posture de Chinkon, c'est-à-dire que ça correspond à une posture précise, avec une façon de mettre les mains, et puis ça correspond aussi à une posture psychique, puisque c'est une façon de faire un retour sur soi. Il y a aussi une respiration, donc voilà, il y a toute une posture. Donc ça, c'est le Chinkon qui va servir de préparation au Kishin. Et le Kishin, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'état de conscience qui est recherché. Et comme je disais, comme Deguchi a étudié pendant plusieurs années, il a eu l'occasion d'étudier pendant plusieurs années le Qigong Kishin, puisqu'il a eu énormément euh, de personnes à la moto qui ont essayé le Qigong Kishin. Et donc il en a déduit trois formes principales, c'est-à-dire trois formes de transe principales qui peuvent résulter de la méthode de mise en transe. La première, c'est le Shimpyo, qui est une transe animale. Donc en fait, c'est le fait de se rouler par terre, de pousser des cris, de sauter dans tous les sens. C'était aussi considéré comme de la folie, hein, quand c'était quelque chose de spontané. Ensuite, le Shinken, la transe prophétique, c'est lorsque la personne se sent euh, être possédée par une autre entité qui va prendre la parole et avec qui parfois elle peut discuter, donc comme s'il y avait deux personnes dans le même corps. Et ensuite, la troisième, c'est le Kishin, donc c'est ce qui est recherché par Deguchi et Ueshiba, c'est l'union du corps et de l'esprit, et c'est ce qui correspond pour Ueshiba à se tenir debout sur le contretemps du ciel. Donc c'est le résultat, c'est cette union du corps et de l'esprit, avec toujours quand même l'esprit qui est non pas supérieur dans le sens qui domine, mais qui a sa place, qui a juste une place. Il faut juste qu'ils soient l'un par rapport à l'autre, et qu'ils aient une place. Et la place naturelle pour Deguchi et Ueshiba, c'est l'esprit à la surface et le corps au fondement. Donc tout ça c'est bien beau, mais comment dans la technique de Budo, on va s'entraîner à atteindre cette union de l'état du corps et de l'esprit? On va utiliser pour ça la technique qui va avoir, selon le moment de la progression du pratiquant, de l'élève, qui va avoir trois fonctions différentes. La première, c'est tout simplement une fonction corporelle. C'est la forme de la technique, c'est simplement une forme corporelle qui va avoir des vertus corporelles, donc qui délie les articulations, qui simplement va préparer le corps à s'entraîner. Donc c'est une forme de technique apprise qui, Louis Chiva dit, s'entraîner technique est fait dans le but de guider les débutants. Donc vraiment s'entraîner simplement à la forme de la technique, c'est uniquement en préparation, ça va être le support de l'entraînement. Ensuite, il faudra polir la technique. Donc ici, il utilise le terme migaku qui veut dire polir. Alors j'aurais pu dire affiner si j'ai voulu traduire plus par rapport au français, dire affiner la technique, mais en fait c'est un peu différent, parce que affiner la technique, c'est l'idée d'améliorer sa fluidité, d'améliorer justement corporellement. Or, chez Ueshiba, polir la technique, c'est pas l'améliorer corporellement, même s'il y aura des vertus aussi, un changement corporel, un changement dans la forme, mais c'est pas affiner la technique dans ce sens, c'est la polir par l'entraînement des deux autres axes, c'est-à-dire par le changement de paradigme, l'étude de la mythologie, et par l'étude des trans, par la pratique des trans. Et donc, la technique à ce niveau, à ce moment, elle doit permettre de progresser dans l'ascèse et d'atteindre l'union du corps et de l'esprit. Donc, ça va être le médium qui va permettre le développement de soi et aussi d'un type de relation différent avec autrui, parce que comme je disais, dès lors que
un changement se produit en soi, pour lui, il doit y avoir un reflet dans le monde extérieur et du coup dans la relation avec autrui. Donc je cite Ueshiba ici: «La technique d'Aiki est une formation ascétique et une voie par laquelle vous atteignez un état d'unification du corps et de l'esprit par la réalisation des principes du ciel». Enfin, la troisième et dernière fonction de la technique, c'est tout simplement l'expression de l'unité retrouvée. Donc c'est à ce moment-là qu'Ueshiba dit que des techniques d'une infinité variété naissent spontanément, miraculeusement. Donc en fait, il constate qu'une fois qu'il a réussi à atteindre un état, l'état qui était recherché, l'état de Kishin, il voit, jaillir des techniques qu'il n'a pas apprises, d'une variété infinie, que le sabre bouge tout seul. Il constate un ordonnancement naturel entre les différents, partenaires. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître assez étrange et fantaisiste, mais ce sont des phénomènes qui sont connus, et étudiés en psychologie. Donc pour conclure, j'ai pris une petite, citation de Ueshiba qui me semble assez bien, résumer tout ce que j'ai expliqué. «À présent, en se tenant debout sur le pont flottant du ciel, faisons briller les bouts d'eau, en établissant l'âme spirituelle au-dessus et l'âme corporelle au-dessous. Nous éduquons l'âme corporelle, puis à partir de cette nouvelle âme corporelle, nous nous élevons. Ainsi, chacun est en mesure de devenir par soi-même un être humain véritable.» Donc pour résumer, la méthode que propose Ueshiba, la méthode éducative qu'il propose, c'est de lier plusieurs dimensions, 3 dimensions qui sont la pratique corporelle, par la technique, une dimension théorique, qui permet le changement de paradigme et une dimension psychologique ou spirituelle qui va permettre de modifier l'état de conscience pour atteindre cet état, recherché. Et pour finir, on pourrait dire que ça reste un apprentissage sans fin. Ueshiba le dit lui-même, il apprend constamment et son art ne s'arrête jamais d'évoluer, avec sa propre progression. C'est une recherche constante, même pour le professeur et même pour Ueshiba, du coup, pour son fondateur. Et peut-être parce que on pourrait dire peut-être parce que c'est une recherche de soi et que finalement la recherche de soi n'est jamais vraiment, vraiment achevée. Voilà, merci de votre attention.